Dans le monde des parcs d'attractions européens, il en est un à part, bercé par la Méditerranée et le soleil de la Costa Dorada, c'est Port Aventura. À 1h30 d'avion de Paris, Port Aventura se situe en Espagne, dans la ville de Salou, au sud-ouest de Barcelone. Le parc catalan a ouvert au public en 1995. 30 ans après son ouverture, ils sont plus de 5,5 millions de visiteurs à se déplacer chaque année, dont 20% sont français. Une foule de connaisseurs en quête d'adrénaline et qui ne se déplacent pas jusqu'ici par hasard. Ce qu'ils viennent chercher, c'est la spécialité du parc, les sensations fortes. Pour cela, sur la cinquantaine d'attractions proposées, ils peuvent compter sur 10 roller coasters, tous très différents, mais qui se disputent la palme des plus beaux cris du public. Pour moi, quand on crie dans une attraction et que tout se passe bien, c'est gage de qualité. Que ce soit le roller coaster qui enchaîne le plus d'inversions, celui qui monte le plus haut ou celui qui est le plus rapide, le parc de Port Aventura, depuis sa création, adore les records. Tout ce que veulent les parcs, c'est un record. S'ils veulent attirer les clients de partout dans le monde, ils ont besoin d'un record du monde. Pour battre des records et attirer un public toujours plus nombreux, les Espagnols peuvent compter sur des constructeurs internationaux très audacieux. Parmi eux, il y en a un, sans doute, plus innovant que les autres. Si tu souhaites quelque chose de vraiment nouveau, Intamin peut te le construire. Ce constructeur suisse, basé au Liechtenstein, accompagne le parc catalan depuis ses débuts et développe avec lui les roller coasters aux technologies les plus folles, comme celle inspirée de l'aéronaval. Et attention aux inversions trop brutales. On a déjà trouvé un dentier et des yeux de verre. De tout. L'une de ses dernières créations, c'est Red Force, un roller coaster improbable qui n'offre a priori qu'une accélération suivie d'une montée et d'une descente, mais dont les sensations sont triple XL. Grâce à son puissant système de propulsion, un lanceur électromagnétique long de 160 mètres, le train est catapulté de 0 à 180 km/h en seulement 5 secondes. Une vitesse fulgurante est nécessaire pour atteindre un sommet situé à 112 mètres de haut. C'est l'équivalent du 2e étage de la Tour Eiffel. Encore un record pour le parc. De notre point de vue, on bat nos propres records. Depuis son ouverture, Intamin est aux côtés de Port Aventura pour imaginer et construire les attractions les plus folles et renforcer son image de parc innovant et riche en émotions. Plongez dans les coulisses de Port Aventura pour découvrir toute la techno des manèges à sensations. À seulement 4 km de la mer des Baléares, et construit comme une oasis au milieu des terres arides de la Catalogne, le projet Port Aventura, qui est aujourd'hui l'un des parcs à thème les plus importants en Europe, est pourtant né d'une grande déception. Au début des années 80, alors que le géant Disney cherche un terrain en Europe pour y installer son nouveau parc, seuls 2 sites restent en compétition après une longue et importante sélection. L'actuel site de Port Aventura à Salou et un autre en région parisienne. La suite, on la connaît. Euro Disney s'implante en France à Marne-la-Vallée et ouvre au public en 1992. Pour les dirigeants catalans et la presse espagnole, dépassés dans la dernière ligne droite par le concurrent français, la déception est immense et la rancune encore un peu tenace. Vous, les Français, vous avez mis les cadres de Disney dans les meilleurs hôtels, vous savez vous faire du champagne et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'installer Disney à Paris. La contrariété reste cependant de courte durée, car très vite, il est décidé qu'un parc à thème verrait le jour à Salou, avec ou sans Disney. C'est un peu le parc de la vengeance aussi. Là où Disney a pris le parti de nous raconter des histoires avec une super thématique, Port Aventura, ils ont pris le contre-pied et ils se sont dit, nous, on va être le parc des records, nous, on va être le parc de la vitesse, de la hauteur. Et donc, ils ont des attractions les plus hautes et les plus rapides d'Europe.
3 ans plus tard, avec un investissement de 288 millions d'euros, le parc ouvre ses portes aux premiers visiteurs. Ici, les 5 univers du parc se partagent 52 hectares. Parmi eux, il y a la Chine avec sa cité interdite, sa grande muraille et surtout son dragon d'acier, car c'est dans cette zone que se trouve Dragon Khan, un roller coaster iconique présent depuis l'ouverture et qui a grandement contribué au succès du parc. Ça a été tellement fort, parce que c'était vraiment super innovant en Espagne, même en Europe, hein, qu'il y a même des expressions en espagnol qui fait « tu m'as fait un Dragon Khan ». Un Dragon Khan, pourquoi? Parce que ça me tourne la tête. Quand tu me fais mal à la tête, des fois on se recouple, tu me fais un Dragon Khan, c'est parce que ça tourne 8 fois. Un looping vertical, un looping plongeant, un zero G-roll. Pour les amateurs de Air Times, ce moment d'apesanteur très recherché, l'impressionnant Cobra Roll qui offre 2 inversions en une seule figure, un looping inversé et 2 tire-bouchons entrelacés pour finir, pour un total de 8 inversions. C'était même le record du monde lors de son inauguration. Le record est tombé 7 ans plus tard, mais l'attraction reste très populaire. Basé sur la mythologie chinoise, le dragon colle parfaitement à l'univers des montagnes russes et à l'appréhension qu'elle suscite chez le public. Tout le monde veut surmonter ses peurs et je pense que c'est un aspect vraiment important du monde des roller coasters. Parce que quand on réussit à monter dans un roller coaster dans lequel on n'était pourtant pas sûr de vouloir monter et qu'on le termine, on se sent très courageux. Oui, je l'ai fait finalement. Après avoir atteint son point le plus haut à 45 mètres, le train boucle son parcours de 1285 mètres en un peu plus d'1 minute et en fonçant à 110 km/h. Grâce à ces 3 trains de 7 wagons, l'attraction est capable d'emmener 1300 personnes chaque heure. Une fréquence d'utilisation intense qui fatigue rapidement les mécaniques et qui réclame qu'elle soit contrôlée quotidiennement. Plongé dans l'obscurité, le parc est encore endormi quand les mécaniciens arrivent. La maintenance de Dragon Khan commence avant l'aube et bien avant l'ouverture au public. Les contrôles sont quotidiens et la routine immuable. On regarde l'état des roues, des vis, on s'assure que tout tourne bien. Chaque partie mobile est minutieusement graissée, notamment celles qui servent à l'ascension du train sur la pente inclinée, ce qu'on appelle le lift. Un élément important de nos vérifications concerne le crochet de chaîne et le cliquet anti-retour. Ils doivent bouger librement. Ça, c'est le cliquet anti-retour. Et ça, c'est le crochet de chaîne. Quand le train s'approche du lift, il s'accroche à la chaîne grâce au crochet qui l'emmène jusqu'en haut. Pour faire monter le train le long du lift, le crochet de chaîne, situé sous le premier wagon, saisit l'un des maillons de la chaîne pour tracter l'ensemble tout en haut de la pente. Pour éviter que le train reparte en arrière en cas de bris de celui-ci, un cliquet anti-retour, situé juste à côté, glisse sur les dents d'une crémaillère fixée entre les rails. Si la chaîne se casse, le train recule inévitablement, mais le cliquet anti-retour se bloque dans la crémaillère et retient le train au complet. Le cliquet anti-retour, on ne le voit pas, mais on l'entend. C'est le son emblématique pour moi des montagnes russes, à savoir le fameux clac, 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 clac. Dragon Khan, c'est le roller coaster à l'ancienne par excellence. Non motorisé, c'est uniquement la vitesse accumulée dans les descentes qui lui permet de réaliser des figures et de franchir des bosses. Cette technologie, elle est sophistiquée mais assez simple. Ça fonctionne par gravité et on peut dire que c'est une technologie classique. On transforme la hauteur en vitesse. C'est ça le principe essentiel.
La question est comment on accumule l'énergie de départ. Ça peut être une montée à chaîne qui apporte l'énergie potentielle jusqu'à ce que le parcours commence. Et ensuite, c'est juste les énergies cinétiques et potentielles. Une succession de montées et de descentes qui pourrait être infinie si le train ne perdait pas de sa vitesse, et notamment à cause de la friction des roues sur les rails. 2 fois par semaine, pour l'aider à terminer son parcours et ne pas être bloqué en plein milieu de la traction, les rails sont graissés au point le plus bas. C'est ensuite le passage successif du train sur cette zone qui répartit la graisse sur l'ensemble du parcours. Si le train ne possède pas de moteur embarqué, il ne possède pas non plus son propre système de freinage. Celui-ci se trouve directement sur la voie, en fin de parcours. On va avoir 2 étriers de chaque côté qui vont venir bloquer le train. Au moment du passage du train, ils vont venir se fermer pour bloquer le train au moment de la fin du parcours, pour pouvoir en fait l'arrêter. Faites de bronze, un métal tendre, les plaques de frein s'usent très rapidement. Elles sont contrôlées quotidiennement et sont remplacées en moyenne 1 fois par semaine. Là, on peut voir qu'on a encore un peu de marge avant de les remplacer. Au moins 2 jours. On peut s'en rendre compte avec le gabarit. On le positionne sur les étriers et il ne tombe pas. Grâce à cet outil, je sais que j'ai encore un peu de temps avant de les remplacer. Si le gabarit passe entre les lames, c'est qu'il faut les changer. Des outils de maintenance développés à l'image de la technologie du roller coaster le plus ancien du parc, rustique mais très efficace. En 30 ans, la technologie s'est considérablement développée. Surplombant Dragon Khan et croisant même son parcours à 4 reprises, le vertigineux Shambhala fonctionne de la même manière que son voisin le plus proche, à ceci près qu'il utilise de puissants freins magnétiques. Inaugurée en 2012, également dans le quartier chinois, la gigantesque montagne russe, à l'allure d'une chaîne de montagnes, a longtemps été la plus haute d'Europe. Son thème évoque la légende de Shambhala, un royaume de la mythologie bouddhiste, situé dans les montagnes inaccessibles de l'Himalaya. Son point culminant, tout en haut du lift, se trouve à 76 mètres, la hauteur d'un immeuble de 25 étages. Et sa première descente est inclinée à 86 degrés, quasiment à un angle droit. À son ouverture, l'attraction était aussi la plus rapide d'Europe, avec une vitesse de 134 km/h. Pour ces nouveaux records, le parc a dépensé 25 millions d'euros, ce qui représente encore aujourd'hui son plus gros investissement depuis son ouverture. Shambhala boucle en 3 minutes son parcours de 1564 mètres. Sur ce roller coaster, aucune inversion. Grâce à son amplitude, l'impression qu'il donne aux visiteurs est celle de voler. Une impression accentuée par ses 5 grandes bosses qui procurent des airtimes, les fameuses sensations d'apesanteur. On ressent très bien la force G négative au moment où le train passe la bosse et redescend vers le sol. Ce petit moment, c'est une sensation très spécifique qui est, à mon avis, la meilleure expérience à vivre sur un roller coaster. La meilleure sensation. La maintenance de cette attraction commence aussi pendant la nuit. Elle doit être prête pour l'ouverture au public. Très populaire, elle emmène presque 1700 personnes chaque heure. On bloque l'attraction pour que personne ne puisse la mettre en marche accidentellement. On a besoin de travailler en sécurité. Tous les matins, Ramir commence par vérifier le bon état de fonctionnement du moteur de secours. Il y a un moteur électrique et en cas de panne, il y a un moteur diesel d'urgence. Privé d'électricité, on le met en marche pour sortir le train du lift. La mise en route des trains de l'attraction est un moment crucial de la journée. Selon les conditions météo et la température, les trains ont besoin de se chauffer pour réveiller la mécanique. Aujourd'hui, il y a du vent et il fait froid. Quand le train est froid, il n'avance pas.
Donc pour qu'il avance, on le leste. On fait le test de freinage avec les mannequins et après, quand tout est OK, le public peut monter. Plus le train est lourd, plus il sera capable de prendre de la vitesse pour passer facilement les énormes bosses du parcours. Tous les matins, le train est donc surchargé avec des mannequins qui pèsent chacun 110 kg. Les 3 trains feront ensuite un minimum de 3 tours. Pour l'équipe, une seule priorité, ils doivent absolument revenir à leur point de départ. Le risque qu'on peut avoir avec un train, c'est qu'il reste bloqué sur la voie, dans un creux évidemment. Et si ça arrive, on a besoin pour l'extraire de le désassembler. On doit démonter les bogies pour sortir physiquement le train du parcours. Et bien sûr, tout ça génère un arrêt technique très long quand ça arrive. Les bogies, c'est l'ensemble des roues qui maintiennent le train sur ses rails et l'empêchent d'en sortir. Avant l'ouverture au public, pour des raisons de sécurité, le train doit également réaliser des tests de freinage. Sur cette attraction, en plus des freins mécaniques, un système de freinage magnétique est chargé de ralentir le train de plusieurs tonnes, lancé encore à 90 km/h lorsqu'il entame la fin de son parcours. Ça, c'est le positif, ça, c'est le négatif. Ici, il y a un aimant et là, un autre. Tu vois la marque? Ça, c'est un petit aimant. Et il y en a un autre et un autre, tous alignés. Et quand tu changes leur alignement, ils n'agissent plus. Lorsque les aimants permanents du système de freinage de Shambhala sont placés les uns en face des autres, dans une polarité nord-sud, ils s'attirent et créent un champ magnétique maximum capable de freiner le train. Pour le libérer de cette emprise, les étriers inférieurs du système de freinage peuvent se décaler l'un de l'autre. Les aimants s'alignent alors dans une polarité identique et se repoussent. Le champ magnétique diminue et les aimants libèrent le train de leur emprise. Le frein magnétique pour tout ce qui est attraction, c'est une révolution. Puisqu'en fait, ça ne dépend d'aucune source d'énergie. Ça fonctionne tout seul. C'est de la physique. Le train va forcément ralentir une fois qu'on a mis ça en place. Les freins sont des éléments hautement stratégiques dans le monde des roller coasters, car lorsqu'on contrôle le freinage, on peut augmenter la vitesse. Cette invention, apparue pour la première fois en 2000, a très vite repoussé les limites de l'imagination des constructeurs. 5 ans plus tard, en 2005, le freinage magnétique permettra de concevoir une toute nouvelle attraction à Port Aventura, Huracan Condor. Une tour de chute libre qui surplombe le parc. Pour nous, c'était notre première expérience avec ce type de système de freinage. Située dans la zone Mexique, l'attraction évoque les ruines d'une ancienne tour aztèque qui aurait servi à des rituels de sacrifice humain en hommage au dieu Huracan. Son fonctionnement est très simple. 5 gondoles de 4 personnes sont montées à 100 mètres de haut avant d'être lâchées dans le vide. Huracan Condor est une attraction particulière. Je pense qu'elle n'est pas faite pour tout le monde, parce que la sensation qu'on a, c'est celle d'une chute libre. C'est une pure chute libre. Ça donne la même émotion qu'un saut en parachute quand on saute d'un avion. C'est le même principe et la même expérience. Une pure chute libre, mais qui finirait bien. Le défi technique d'une tour de chute libre, c'est finalement, après la chute, de freiner le véhicule. Et pour ça, Intamin a développé un système de frein magnétique qui est breveté. Dans la journée, l'attraction ouvre au public un peu plus tard que les autres. La maintenance se fait juste avant son ouverture. La technologie utilisée pour monter les gondoles emprunte beaucoup à celle des ascenseurs qu'on trouve dans nos immeubles. C'est un système de poulies avec un moteur réducteur, un contrepoids descend et la nacelle monte. Mais heureusement, pour la descente, la comparaison avec les ascenseurs s'arrête là. Après 5 secondes d'attente, les nacelles se décrochent et tombent sans aucune résistance.
Alors la chute dure 3 secondes. À partir de 3 secondes, ça commence à freiner. Mais c'est puissant, vraiment très puissant. Une fois monté à 100 mètres de haut, chaque nacelle se décroche successivement et plonge vers le sol à 115 km/h. Cette portion de chute libre est longue de 86 mètres et dure 3 secondes. Les 14 derniers mètres sont dédiés au freinage. Pour ralentir chaque nacelle, lourde d'une tonne 8, des aimants permanents sont situés au dos de chacune d'elles. Lorsqu'ils rencontrent l'immense lame de cuivre de fin de parcours et longue de 14 mètres, un courant électrique est créé dans les lames, le célèbre courant de Foucault. Ce même courant crée à son tour un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique d'origine. Un freinage puissant et très efficace, mais sans aucune friction, et qui ne peut donc pas arrêter totalement la nacelle à lui seul. Pour cela, des amortisseurs hydrauliques réceptionnent la nacelle dans sa position de départ. Il y a des gens qui pensent que c'est pour arrêter les nacelles, mais ils se trompent. Si on essayait d'arrêter les nacelles de cette façon, ce serait impossible. C'est simplement pour les amortir doucement. Des amortisseurs hydrauliques qui ont besoin d'être révisés tous les jours. Donc on révise la pression, on révise les silent blocks, les vis. On s'assure que tout soit en parfaite condition pour les opérations. Le système de freinage magnétique, quant à lui, est permanent et quasi inusable. L'avantage du freinage magnétique, donc ce qui a un petit peu révolutionné cette utilisation, c'est le fait que ce soit très peu demandeur en termes de maintenance. Il n'y a pas de surface en contact, c'est juste un aimant et une lame de cuivre qui passe entre. Il n'y a aucune usure. Donc c'est un système sûr et beaucoup plus sûr qu'un système de frein mécanique. Sans l'invention de cette nouvelle technologie, une attraction comme Huracan Condor aurait été impossible à imaginer. Clairement, Huracan Condor aujourd'hui sans frein magnétique, je ne le fais pas. Je ne monte pas dedans. Parce qu'avec les freins magnétiques, on est sûr que ça freine puisqu'il n'y a pas besoin de courant, c'est des aimants. En 2007, pour sa capacité à introduire de nouvelles technologies dans ses créations, ce même constructeur se voit confier par les Catalans un nouveau projet. Imaginer et construire le roller coaster le plus rapide d'Europe avec un départ à plat, aux performances hyper musclées. De 0 à 135 km/h en 3 secondes, une sorte de tour de chute, mais qui serait horizontale. Furious Baco a été le premier roller coaster lancé qu'on a eu au parc. Un roller coaster lancé fonctionne différemment parce qu'il n'a pas besoin d'un point haut pour accumuler son énergie. Son énergie provient d'une autre technologie. Son nom est Furious Baco, qu'on pourrait traduire par la folie de Bacchus, comme le dieu romain du vin. Situé dans la zone Méditerranée, sa thématique tourne d'ailleurs autour de la récolte de la vigne et de la production du vin. Pour ce nouveau projet à 15 millions d'euros, le constructeur va proposer une nouvelle définition de ce qu'est une montagne russe. Alors pour Furious Baco, pour lancer ce train de plusieurs tonnes à 135 km/h, il a fallu imaginer une solution technique innovante à l'époque, qui est une catapulte hydraulique. Une technologie révolutionnaire pour le monde des coasters et empruntée à l'aéronaval. Les catapultes, d'ordinaire, on les retrouve sur des porte-avions comme le Charles de Gaulle, fleuron nucléaire de la Marine nationale et capable de faire décoller un Rafale Marine en 2 secondes. Pour cela, les puissantes catapultes, qui fonctionnent à la vapeur d'eau, le font passer de 0 à 250 km/h sur une piste de seulement 75 mètres. Ici, la catapulte fonctionne avec de l'huile sous pression et les sensations restent très proches d'un décollage fulgurant. Il a aussi cette particularité d'avoir les sièges d'un Wing Rider. Donc les sièges sont disposés d'un côté et de l'autre des voies.
Ça donne cette sensation de voler qui procure une grande liberté et qui est incroyable. Ce Wing Rider, qui signifie cavalier ailé, est le premier roller coaster de ce type. Ces deux trains sont composés de 6 rangées de 4 places. Son départ lancé, hyper rapide, a aussi imposé une réflexion sur son tracé de 850 mètres de long. Alors la propulsion très dynamique de Furious Baco a imposé de dessiner un parcours très large, avec des rayons de courbure très grands, et aussi d'abaisser le rail assez près du sol pour conserver son énergie tout le long du parcours. Avec sa vitesse très élevée, la traction impose, selon les endroits du parcours, une force gravitationnelle importante sur les passagers, ce qu'on appelle la force G. Jusqu'à 4,7 G d'accélération dans le premier virage. C'est presque 5 fois, pour un très court instant, le poids de son propre corps, ce qui est considérable. La maintenance de Furious Baco commence elle aussi pendant la nuit. Commencer aussitôt, c'est vraiment la pire partie de mon boulot. C'est horrible. Il y a beaucoup de contrôles à effectuer sur cette machine extrêmement sophistiquée. À commencer par la salle des machines qui abrite l'incroyable système de propulsion hydraulique de la traction. On contrôle les pressions, tous les tuyaux en général, les vis. On fait attention au bruit suspect, qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. On regarde un peu tout et si on remarque quelque chose, on le corrige. Ou on essaie de le corriger. Le système de propulsion hydraulique fonctionne avec de l'huile, beaucoup d'huile, 10 000 tonnes exactement, et qui doivent être conservées à 40 degrés et constamment refroidies après chaque lancement. Cette huile, avec l'azote contenu dans les réservoirs, sont les carburants du système. Pour comprendre le principe, c'est très simple. On prend une seringue, on bloque l'extrémité, on fait pression. Là, l'air est comprimé, en fait, ça fait comme un effet de ressort. Et quand je lâche, ça libère l'air. À peu de choses près, c'est exactement le fonctionnement de ce système de propulsion complexe. Pour faire fonctionner ce moteur incroyablement puissant, de l'huile est d'abord envoyée sous pression dans des réservoirs contenant de l'azote. Cette opération comprime le gaz et fait augmenter la pression à l'intérieur des réservoirs jusqu'à 275 bars, l'équivalent de 270 kg par centimètre carré. Lorsque les valves s'ouvrent, l'huile est libérée avec beaucoup de force et alimente les 27 moteurs hydrauliques du système. L'huile qui circule dans chaque moteur fait tourner un axe terminé par une roue dentée qui fait tourner une couronne. À son tour, cette couronne fait tourner le tambour sur lequel s'enroule le câble qui propulse le train de Furious Baco. C'est un moteur hydraulique qui développe énormément de puissance. J'ai essayé beaucoup de coasters lancés dans ma vie, mais là, la puissance de celui-ci est phénoménale. C'est dingue, c'est incroyable. La puissance développée par ce système hydraulique est comparable à celle d'un moteur de 6000 chevaux, l'équivalent d'un Rafale. Depuis la gare, tel un avion de chasse, le train vient d'abord se placer sur son aire de lancement. À l'avant, il y a un crochet qui vient se positionner à cet endroit. Quand l'animation vidéo s'arrête, l'attraction démarre et le catch-car fonce vers l'avant en retenant le train par le crochet. Le catch-car, c'est la navette qui fait la liaison entre le train et le lanceur. La distance du catapultage est de 80 mètres. Au bout de la piste, ce sont encore des freins magnétiques qui participent au bon fonctionnement de l'attraction. Les freins ils ne bloquent pas totalement le catch-car. Ils réduisent simplement sa vitesse pour que le train se décroche. Lancé à la vitesse de 135 km/h, il ne faut que 55 secondes au train pour terminer son parcours. Un tour très rapide et qui ne comporte qu'une seule inversion. À cette vitesse,
les visiteurs doivent être solidement retenus à leur siège. Tous les matins, des tests sur les harnais permettent de contrôler leur fiabilité. Chaque harnais comporte 2 cylindres d'huile et d'azote. C'est comme en bas. C'est hydraulique, sauf qu'ici c'est petit et sans moteur. Les cylindres sont contrôlés grâce à cet amortisseur placé sur le siège. Il pousse sur le harnais qui pousse lui-même sur les cylindres. Je mets une alarme de 5 minutes et ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie la distance. 13. Le test commence par la prise de mesure. Ce test, il consiste à mettre les cylindres sous pression pendant 5 minutes. Si après 5 minutes et qu'en reprenant la mesure, la différence est supérieure de 10 mm, c'est que le cylindre est défectueux et qu'il faut le changer. Les 2 cylindres seront testés à tour de rôle. Pendant l'exploitation de la traction, si le premier venait à lâcher, le second prendrait immédiatement le relais. Chacun d'eux peut retenir une charge de 500 kg. Un dispositif très sécuritaire et aussi très fiable dans le temps. C'est très rare qu'un cylindre s'abîme. On en change 1 à 2 par an seulement. Avant l'ouverture au public, comme tous les trains des roller coasters du parc, l'attraction doit être testée avec au moins un technicien à bord. Aujourd'hui, c'est Pedro qui joue les cobayes. Bon voyage, salut français. On effectue des tests à vide tous les jours. Ça permet aux techniciens d'écouter les sons, de ressentir les vibrations, de détecter tout ce qui pourrait être anormal avant l'ouverture au public. La maintenance de Furious Baco se termine inévitablement par une visite du parcours depuis le sol. Celle-ci réserve souvent des surprises. Énormément d'objets perdus sont retrouvés sous l'unique inversion du parcours. Des surprises, parfois très inattendues. Des pièces de monnaie jusqu'à des élastiques pour les cheveux, des cigarettes, des téléphones, des accessoires insolites. On a déjà trouvé un dentier et des yeux de verre. De tout. Des perruques. Port Aventura, c'est en fait 3 parcs en un seul lieu. Port Aventura Park, qui a ouvert en 1995, Caribe Aquatic Park, ouvert en 2002, et qui propose 16 attractions aquatiques, et maintenant Ferrari Land, ouvert en 2017, et dédié à la célèbre marque de voitures italienne. 13 attractions sont présentes dans ce récent parc à thème, dont 2 roller coasters. On sait que si on n'investit pas dans des produits, particulièrement des coasters, on a une érosion à peu près de 5% par an. Si on n'a pas de produits, des clients, petit à petit, vont dans d'autres parcs ou dans d'autres attractions. Pour augmenter sa fréquentation, un parc a besoin de records, comme autant d'arguments publicitaires. Sur ce point, Red Force est une star du marketing. Une figure de proue capable de déplacer toute la communauté internationale des fous d'adrénaline. Red Force, ce sont des coasters qui des fans, des gens qui sont super motivés par les coasters du monde entier, viennent faire exprès pour juste dire « je fais le Red Force ». C'est le nouveau toit de l'Europe. C'est le roi de l'Europe en termes de coaster. C'est le plus haut, c'est le plus rapide. Les records ne naissent jamais seuls, ils sont la plupart du temps le résultat d'une collaboration étroite entre un parc et un constructeur de roller coaster. Pour ce nouveau projet, aux multiples records, les Espagnols ont renouvelé leur confiance dans l'entreprise helvétique. Pour Red Force, premièrement, il faut se souvenir que c'est Ferrari.
Le client voulait aller à 180 km/h et pour ça, on a développé un accélérateur qui va très vite, qui est très rapide. Pour atteindre sa vitesse fulgurante de 180 km/h, le système de propulsion retenu n'est pas une catapulte hydraulique comme celle de Furious Baco. Pour cette nouvelle attraction, le constructeur a opté pour une propulsion électromagnétique très puissante. Avec cette vitesse, on aurait pu faire un parcours de 2 km, quelque chose comme ça. Mais il voulait une attraction rapide, précise, et vous savez, comme une expérience unique, à revivre encore et encore et encore. Et le résultat du parcours retenu, bien que très impressionnant, est plutôt sobre. Je veux dire, comment je pourrais dire ça? J'ai fait le dessin en une demi-heure. Pour 20 millions d'euros, Red Force, c'est un tracé de 880 mètres de long, bouclé en moins de 40 secondes, sans aucune inversion, mais qui procure une décharge d'adrénaline puissance 10. Le tracé est très simple. Il y a une zone de lancement qui propulse le train de 0 à 180 km/h en 5 secondes. Après ça, le train emprunte le top hat qui monte et qui redescend, mais quand il plonge de 112 mètres de haut, on est face au sol. On fait face au sol, on tombe et on tombe. 112 mètres, c'est quasiment la hauteur du deuxième étage de la Tour Eiffel. C'est encore aujourd'hui l'attraction la plus haute d'Europe. Un point à surveiller sur cette attraction qui utilise une technologie LSM, c'est la maintenance des aimants. Ils doivent être parfaitement alignés avec les stators sur les rails parce qu'ils passent au plus près les uns des autres à grande vitesse. Et s'ils ne le sont pas, ça pourrait être un désastre absolu. La maintenance de l'attraction se fait en fin de matinée, bien avant l'ouverture au public qui est à 16 h. Comme vous le voyez, on a ici le système de lancement qui va jusque dans les airs. C'est le lancement LSM le plus rapide au monde. Si l'attraction est la plus rapide d'Europe avec sa vitesse brute de 180 km/h, elle est aussi la plus rapide au monde utilisant ce type de propulsion électromagnétique, ce qu'on appelle un LSM pour moteur linéaire synchrone. Pour réussir à faire passer un train de 0 à 180 km/h en moins de 5 secondes, la piste de lancement de Red Force possède pas moins de 168 stators alignés sur 160 mètres de long. À l'intérieur de chaque stator se trouvent 3 bobines de cuivre. Lorsque ces bobines sont traversées par un courant, un champ magnétique se crée. Les bobines possèdent alors les mêmes propriétés qu'un aimant permanent, avec une face à polarité nord et une face à polarité sud qu'on peut contrôler. Sous le train de Red Force se trouvent des aimants permanents dont on ne peut pas contrôler la polarité. Leur fréquence de polarité est fixe. Quand le train se présente dans le lanceur et qu'il prend de la vitesse, des capteurs contrôlent en permanence la fréquence des aimants permanents du train pour adapter celle des stators, afin de synchroniser les deux fréquences et de conserver une polarité nord-sud qui attire et repousse le train selon sa position sur le lanceur. Résultat, une vitesse fulgurante, très progressive, sans aucun frottement, ni friction, et avec un entretien beaucoup plus simple que la machinerie lourde et pleine d'huile d'un lanceur hydraulique. Une chose est sûre pour cette attraction, Red Force, le budget le plus important est celui consacré à l'entretien de la structure. Parce qu'elle est vraiment très haute. Mais au final, il y a peu de mécanismes là-haut et on n'est pas obligé d'y monter tous les jours. Donc, ça rend les choses un peu plus faciles. Pour que les aimants ne touchent pas les stators, le train doit être extrêmement contraint sur la voie et ne pas bouger latéralement. Ce sont ces bogies, rigides et peu mobiles, qui assurent cette fonction.
Et ça assure que le train soit parfaitement aligné sur le système de lancement. C'est vraiment important. On parle d'un espace de quelques millimètres seulement entre les aimants et les stators. Les deux trains de Red Force sont composés de 3 voitures. Sous chacune d'elles se trouvent 8 paires d'aimants, recouverts d'une feuille de carbone, ce qui a la particularité d'offrir une meilleure résistance à la chaleur. L'une des conséquences de cette attraction est que son lancement électromagnétique, particulièrement puissant, fait chauffer les aimants à chaque départ. Si les aimants chauffent de trop, c'est une autre cause de rollback. Ce qui peut se passer, c'est que le train n'atteigne pas une vitesse suffisante et qu'il reparte en arrière. C'est pourquoi c'est très important de maintenir les aimants au frais et à une température optimale pour conserver toute leur performance. Pour cette raison, quand les aimants atteignent la température critique de 40 degrés, ils sont aspergés d'eau pour les refroidir lorsqu'ils entrent en gare. Le problème de la chaleur n'affecte pas seulement les aimants des trains, mais aussi le lanceur lui-même. Sur ces 168 stators, les 60 premiers, ceux qui chauffent le plus, ont également besoin d'être refroidis. Pour cela, entre les 3 bobines des stators, une durite fait circuler de l'eau réfrigérée, afin de maintenir leur température entre 30 et 40 degrés. Sur les 160 mètres du lanceur, 28 armoires électriques alimentent chacune 2 paires de 3 stators. La consommation électrique au moment du départ est considérable, 1 mégawatt. C'est 1 million de watts, et c'est équivalent à la puissance d'un moteur de 5200 chevaux. Pour éviter les pics de consommation qui feraient sauter tout le système électrique local, Red Force est capable de réguler sa consommation grâce à des supercondensateurs. Le but principal des supercondensateurs, c'est de stocker l'énergie pour réduire l'impact sur le réseau. L'idée est d'avoir un préchargement électrique ici avant de déplacer cette énergie vers la traction. Et après, il se recharge. Puissante, propre et économique, la technologie utilisée par Red Force laisse entrevoir ce que seront les roller coasters de demain. Je pense qu'à l'avenir, ce n'est même pas l'avenir, c'est dès aujourd'hui, tous les constructeurs dans le monde se dirigent vers une technologie LSM ou LIM, qui sont tous deux des lanceurs électriques. Avant de repousser les sensations fortes, avec Huracan Condor, Furious Baco et Red Force, le constructeur suisse n'en était pas à ses premières réalisations pour le parc espagnol. Ce collaborateur de la première heure était déjà présent à ses côtés à son ouverture en 1995, avec alors des réalisations bien différentes. En fait, Intamin, à l'ouverture du parc, on s'est fait connaître de Port Aventura avec 2 attractions. Donc ce Raft Ride et puis une autre attraction de chute aquatique en bateau. Située dans la zone Polynésie, Tucuti Splash est une attraction de type rivière rapide. Une barque à fond plat de 20 places effectue un parcours de 440 mètres qui se termine par une chute de 15 mètres. La deuxième attraction est le Grand Canyon rapide, dans la zone Far West. Ce sont les fameuses bouées, des bateaux de forme ronde qui effectuent un parcours de 465 mètres dans des eaux agitées. Beaucoup de défis étaient à relever pour exploiter cette attraction aquatique, notamment à cause de la forme particulière des bateaux qui devaient permettre l'embarquement et le débarquement des passagers en toute sécurité. Donc pour ça, Intamin a inventé un système de plateforme rotative avec un système de convoyeur autour qui permet de pincer les bateaux et d'entraîner les bateaux sur cette plateforme rotative et en même temps d'orienter le bateau dans ses premiers mètres lorsqu'il rentre sur la plateforme. Résultat, avec seulement 15 embarcations, Grand Canyon Rapide voit passer 2000 personnes chaque heure. L'attraction est aussi une grande réussite commerciale qui s'est vendue à 80 exemplaires à travers le monde. La relation que nous avons avec Intamin, je pense qu'on a tous les deux, on cherche toujours à
innover, à sortir des choses nouvelles pour nos clients. Pour nous, c'est fondamental d'avoir un fournisseur qui soit capable en fait, d'innover pour attirer de plus en plus de gens. Ils ont commencé avec les bouées au début, avec Furious Baco, ils ont fait plusieurs coasters avec nous et ils savent qu'ils sont là pour rester, j'espère en tout cas, au bon prix. Nous quittons l'Espagne pour nous rendre au Liechtenstein. Une principauté de 25 km de long coincée entre l'Autriche et la Suisse. Ici, les montagnes des Alpes remplacent les plaines arides de la Catalogne. C'est ici que se trouvent les bureaux d'études du constructeur Intamin, et donc ici aussi que naissent les attractions de tous les records. Parmi celles-ci, on peut citer King Dakar, aux États-Unis, une strata montagne russe, dont le point le plus haut culmine à 139 mètres, ce qui fait d'elle la plus haute du monde. Capable d'atteindre la vitesse de 206 km/h, elle était aussi la plus rapide au monde avant d'être dépassée en 2010 par une autre réalisation du constructeur, Formula Rossa. Située dans le parc de Ferrari World, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, l'attraction fait passer les visiteurs de 0 à 240 km/h en 4 secondes 9. Les mêmes performances qu'une véritable Formule 1. La technologie utilisée est similaire à celle de Furious Baco, un système de catapulte hydraulique, mais beaucoup plus puissant puisqu'il développe pas moins de 10 000 chevaux. Aujourd'hui, l'attraction est toujours la plus rapide au monde. On ne fabrique pas nos attractions pour des records. On n'est pas là pour battre des records. Nous répondons simplement aux attentes de nos clients et le processus conduit souvent à de nouveaux records du monde. Dans le monde de l'industrie des loisirs, le constructeur fait figure d'artisan. Chaque roller coaster qu'il développe est une pièce unique qui n'existera dans aucun autre parc. Le client vient nous voir avec des attentes, vient nous voir avec parfois un terrain. Et on dit voilà, vous avez une page blanche et faites-nous une montagne russe avec peut-être une enveloppe budgétaire ou alors une certaine longueur. Et après, libre à nous de créer la meilleure expérience possible avec ce que nous donne le client. Notre credo, c'est de ne jamais abandonner. Nous acceptons de construire une attraction pour un client et on la fera fonctionner quoi qu'il arrive. C'est important pour nous qu'on livre une attraction fonctionnelle. C'est ce qu'on nous a transmis en héritage. L'héritage, c'est aussi la transmission d'une tradition d'industrie mécanique qui exige, pour des raisons de qualité et de sécurité, une grande rigueur dans la réalisation des montagnes russes. Quand les rails s'assemblent sur nos chantiers, ils sont vraiment au millimètre, parfois le demi-millimètre même, pour les tolérances d'ajustement. Donc on demande effectivement une très grosse précision, une grosse rigueur aussi dans la fabrication de tout notre matériel. Pour s'assurer de garder constamment le contrôle sur la qualité de sa production, le constructeur s'est entouré d'un partenaire de choix. Nous quittons le Liechtenstein et nous rendons à Piestany, dans l'ouest de la Slovaquie. Cette petite ville thermale est située au bord de la rivière Va, un affluent du Danube. C'est ici que se trouve le site industriel de Stakotra. Une usine gigantesque qui s'étend sur 92 000 m² et qui emploie 350 personnes pour fabriquer et assembler les trains du constructeur. C'est également ici que sont nées les montagnes russes de Port Aventura. Pour construire un roller coaster, tout commence avec de l'acier. Beaucoup d'acier, car une montagne russe, c'est d'abord un parcours de rails. On voit vraiment un rail typique Intamin, on le reconnaît par sa forme. Ce design unique nous permet de réduire le nombre de colonnes parce que l'espacement entre les colonnes est beaucoup plus important. Les colonnes sont les éléments de structure qui supportent les sections sur leur lieu d'installation. Plus leur espace est grand, moins il y en a sur le parcours.
Sur un roller coaster, l'innovation est partout, même sur ces simples sections d'acier. Et à condition, bien sûr, de conserver les rails de roulement. Tout est imaginable pour les rendre plus performants. Et ces deux rails de roulement sont maintenus par une colonne vertébrale qui donne donc la rigidité à toute la voie. Et la liaison entre les deux rails de roulement et la colonne vertébrale se fait par un système de côtes qui sont faites avec des éléments de tôlerie soudés. Une colonne vertébrale, des côtes. Cette seule section du squelette d'un roller coaster fait 12 mètres de long. Il en faudrait encore 82 pour boucler un circuit d'1 kilomètre, la longueur moyenne d'un parcours. Chaque année, 10 km de roller coaster sortent de cette usine slovaque. C'est ici que l'on stocke toute notre matière première, essentiellement des tubes et des plaques d'acier. De cette zone commence toute la production d'un roller coaster. Créer un parcours de roller coaster représente un travail de métallurgie considérable et impose des étapes de transformation bien définies. Tout commence avec la découpe grâce à ces outils capables de s'attaquer à des pièces d'acier de 3 cm d'épaisseur. La deuxième étape de transformation, c'est le cintrage des rails de roulement et du tube principal de la colonne vertébrale. De diamètres différents, ils doivent être courbés de façon identique. En fonction du dessin technique qu'on reçoit, on fait des marques sur le tube quand il est encore droit. On identifie chaque section, chaque rayon, et pendant le cintrage, on sait donc où courber le tube. Cette puissante machine, grâce à ses 200 bars de pression, peut courber des tubes de plus de 50 cm de diamètre, avec une épaisseur de 2,5 cm. Ça, ce sont des particules métalliques de sablage. Après le cintrage, les tubes sont sablés pour enlever la rouille et commencer les soudures. Avant les soudures définitives, les différentes pièces de la section du parcours, les rails de roulement, la colonne vertébrale et les côtes, sont minutieusement assemblées et tenues ensemble par un pointage. Une opération qui consiste, par quelques petites soudures isolées, à les tenir ensemble le temps de l'ajustement. À l'étape suivante, toutes ces pièces ne feront plus qu'une. La soudure est la partie la plus importante de la production. Ici, on soude toutes les pièces ensemble. Cette étape représente à elle seule 170 heures de travail par section. Le technicien repassera jusqu'à 12 fois sur une même soudure et consommera, pour cela, en moyenne, jusqu'à 60 mètres de fil à souder. Dans cette usine, 40 tonnes de fil à souder sont utilisées chaque année. Après cette étape primordiale, c'est au tour des extrémités de la section en cours d'être ajustées. Chacune est unique et possède une place bien définie dans le parcours. Après la découpe, on ajoute une plaque de connexion et des blocs de connexion à chaque segment. C'est grâce à ces plaques que toutes les sections pourront tenir ensemble. Quand toute la section est terminée, chaque soudure, pour des raisons de sécurité, est scrupuleusement inspectée. Ici, on a fait une inspection magnétique des soudures avec un aimant très puissant. Cette inspection a révélé, entre autres, des micro-fissures dans les soudures. Toutes les imperfections sont identifiées et marquées par l'opérateur. Et ces soudeurs sont en train de réparer toutes les fissures et tous les défauts. Une fois les soudures défectueuses entièrement reprises, la section d'1,2 tonne est maintenant terminée. Elle repassera entièrement au sablage dans cette immense machine. Cette action hautement abrasive permet de décaper entièrement la pièce avant de recevoir les couleurs choisies par le client. À Port Aventura, les couleurs ne sont jamais choisies par hasard. Elles sont en lien avec la thématique des attractions. Du rouge, comme le dragon chinois de la mythologie, du blanc pour souligner les neiges éternelles de l'Himalaya,
ou encore du bleu pour se fondre dans le ciel et souligner le côté très aérien de l'attraction. Le site de Stakotra abrite de nombreux bâtiments, mais il y en a un à part. On l'appelle la halle de montage. C'est ici que sont assemblés les trains des roller coasters avant de les expédier aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, Simon est venu faire une inspection d'étape d'une attraction qui partira bientôt dans un parc à Atlanta, aux États-Unis. Ultra Surf est une attraction qui simulera le va-et-vient d'une planche de surf sur une montagne russe en forme de vague. Une attraction innovante qu'on pourrait bien voir un jour dans le parc espagnol. La forme du train, très particulière, représente une première sur bien des plans techniques. 2 plateformes rotatives de chacune 10 sièges prennent place sur une planche de 3 mètres de large. Ce véhicule qui est en fait le plus gros qu'on ait jamais fait dans ces dimensions. C'est 7 tonnes 300, une longueur de 12 mètres et un écartement des voies de 1,50 m. C'est le plus gros écartement de voies qu'on ait fabriqué à ce jour. Un mastodonte de plus de 7 tonnes qui devra encaisser une accélération verticale de 4 G, 4 fois son poids. Un total de 28 tonnes réparties sur seulement 4 bogies. Pour ça, on a développé des nouveaux bogies avec de nouvelles roues, surtout, qui sont avec des diamètres beaucoup plus gros que les roues que nous faisons habituellement. Alors, ce bogie-là est un projet très particulier pour Intamin, puisque c'est le bogie le plus grand que nous ayons jamais conçu. Et le hasard du calendrier a fait que nous avons aussi développé le plus petit bogie de notre gamme sur ce train-là. Des plus petits aux plus grands, des plus lourds aux plus légers, le constructeur poursuit sans cesse ses innovations et repousse toujours plus loin les limites techniques de ses roller coasters. Pour cette raison, sa spécialité, ce sont les prototypes, ce qui fait de lui un partenaire de choix pour le parc catalan. Et ce qu'on aime toujours chez Intamin, c'est la solidité de l'entreprise, la sécurité qui est super important pour nous, mais aussi ils sont prêts à innover, ils sont prêts à tester des choses. C'est bien d'un point de vue client, d'un point de vue de compagnie. C'est difficile d'un point de vue opérationnel des fois parce que les attractions, ils ont besoin d'un temps pour roder, non? Est-ce que selon vous, faire la maintenance des 3 trains le matin est un challenge? Ouais, c'est très compliqué. On va améliorer un point important parce qu'on ne peut pas faire la maintenance des trains quand l'attraction est en marche. Quand on a un problème, on est obligé d'arrêter les opérations, même pour travailler dans le garage. Les prototypes de montagnes russes ont toujours besoin d'un temps pour se régler correctement. C'est le prix de la nouveauté. Le parc le sait bien, et entre l'aventure de l'innovation et le confort d'une attraction de catalogue sans surprise, il a tranché. C'est encore au constructeur helvétique qu'il a demandé de réaliser le dernier roller coaster en date. On essaie toujours d'innover en apportant de la nouveauté dans le parc. Dans ce projet, il n'est pas question de hauteur de roller coaster ni de vitesse. Il s'agit d'une expérience. Situé dans la zone Far West et ouvert au public en 2023, Uncharted est l'unique roller coaster Dark Ride du parc. Un circuit immersif très moderne, d'1 minute 48, qui se déroule entièrement dans l'obscurité. Si on veut capter l'attention des visiteurs, il faut le faire dans un bâtiment. Il faut les enfermer, parce que s'ils sont à l'intérieur d'une atmosphère contrôlée, alors on peut contrôler leur expérience. Cette nouvelle attraction ne se contente pas d'offrir un parcours de sensations fortes dans le noir. L'obscurité lui permet surtout, à travers un parcours sensoriel mêlant décors, projections vidéo et effets spéciaux, de faire participer les visiteurs à une chasse au trésor pour retrouver l'or des Aztèques. Pour raconter notre histoire, on a besoin de pouvoir orienter le regard de nos visiteurs. La cinématique commence dans une grotte et dès le départ, les wagons commencent à pivoter vers des points précis pour capter leur attention et c'est comme ça pendant tout le parcours.
Avec ses wagons de 12 places, capables de tourner sur eux-mêmes, l'attraction est ce qu'on appelle un coaster multidimension. Tous les matins, 2 équipes s'occupent de sa maintenance. La première qui inspecte la voie et les véhicules, et la deuxième qui s'occupe de contrôler tous les composants électroniques et les LSM. Contrairement à Red Force, l'attraction utilise non pas un, mais plusieurs lancements électromagnétiques dispersés sur le parcours. Grâce à cette technologie, Uncharted est le seul roller coaster au monde à être lancé 5 fois durant son parcours, dont une fois latéralement. Nous avons 4 lancements sur le parcours, mais l'un d'eux sert 2 fois. On l'utilise dans un sens, puis dans l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle de 5 lancements. Pour passer 2 fois sur un même lanceur, le parcours de 700 mètres de long est optimisé et permet au train d'emprunter une même section plusieurs fois. Dans ce bâtiment de 16 mètres de haut et de 4800 mètres carrés, conçu spécialement pour l'attraction, le tracé aussi réinvente le coaster Dark Ride. Quand on est dans l'obscurité et qu'il y a des virages serrés ou des changements de direction rapides, ça peut être très déstabilisant. Ce qu'on voulait, c'est éviter ça, en dessinant le plus de grandes lignes droites possibles pour créer le plus de bosses à airtimes possible. L'autre grande nouveauté de l'attraction est sa table rotative, qui fait partie intégrante du parcours. Pendant l'exploitation, alors que le train est arrêté et que le public est face à une projection vidéo, la table fait pivoter en 4 secondes le châssis du train à 90 degrés, pendant que la gondole reste fixe. Quand le train repart, les visiteurs ont alors la surprise de ne pas repartir en avant ou en arrière, comme ils pourraient s'y attendre, mais sur le côté. Ce système d'aiguillage sert aussi à orienter les trains depuis la zone de maintenance. Une pièce importante des wagons de Uncharted est le roulement. C'est très important de contrôler que le wagon tourne correctement et que tout le mécanisme soit en bon état. Les wagons pivotants apportent énormément à la scénographie de l'attraction, mais ils ont une conséquence directe, c'est leur poids. Chaque wagon pèse pas moins de 4,5 tonnes. Ce poids s'explique par leur dispositif inédit. Pour contrôler la position du véhicule et orienter le regard des passagers sur le parcours, la gondole est posée sur un châssis pivotant. À cette ingénierie mécanique s'ajoutent donc des moteurs et un stockage d'énergie embarqué. Là encore, il s'agit de supercondensateurs. Ici, vous avez les connecteurs, les 3 connecteurs. Et alors, le sabot se baisse pour assurer le contact. Et quand le wagon est bien placé et que les capteurs le confirment, alors le courant est autorisé à charger les supercondensateurs du wagon, qui sont ici et de l'autre côté. Comme les batteries, les supercondensateurs permettent de stocker de l'énergie, mais leur technologie est électronique et non chimique. Pour cette raison, le temps de chargement est extrêmement rapide. 10 secondes suffisent pour les recharger complètement. Avec cette nouvelle proposition très différente de roller coaster, qui sollicite maintenant l'imaginaire des visiteurs, ce Dark Ride, nouvelle génération, semble bien loin des quêtes de performance musclée de ses prédécesseurs. Il y a quelques années, il y avait plus de danseurs hydrauliques ou LSM puissants. Mais les roller coasters multidimensions comme Uncharted sont vraiment spéciaux. Et je pense qu'ils sont l'avenir de cette industrie. Chaque nouveau projet pour le constructeur est le laboratoire du prochain. Une source d'apprentissage infini et de dépassement de soi. Alors chaque nouvelle attraction qui bat des records est en fait pour Intamin une chance de développer encore un peu plus ses limites, de faire un peu plus de recherche et de développement et d'aller chercher encore et toujours de nouvelles sensations et peut-être encore des nouveaux records. Des sensations et des records qui se matérialiseront sans doute dans les futurs projets du parc espagnol,
et dans l'unique but de divertir un public de plus en plus nombreux. L'avenir de PortAventura, c'est de continuer à que les gens aient des expériences inoubliables. Comment on fait ça? On a de la place pour créer un 4e parc si on peut faire plus d'hôtels. Donc je vois qu'un seul avenir, c'est la croissance. Avec ces 3 parcs, PortAventura voit passer 5,5 millions de visiteurs chaque année, ce qui le place sur le podium des parcs à thème les plus visités d'Europe. Une belle revanche pour les Espagnols qui s'étaient vus refuser le site par Disney 30 ans auparavant. En attendant les prochaines nouveautés qui viendront faire oublier tous les records actuels et repousser encore les limites des montagnes russes, les visiteurs peuvent toujours se mesurer aux attractions les plus hautes et les plus rapides d'Europe. Dans le futur, nul doute que le choix stratégique des Espagnols d'être synonyme d'émotions fortes et d'adrénaline ne puisse qu'attirer de plus en plus de monde vers la Catalogne.